comment se caractérise l'hôpital public, que je connais maintenant le mieux? C'est un monde qui est un monde féminin, de façon très paradoxale. C'est un monde qui est profondément discriminant et profondément machiste. L'enseignement est très trusté, l'enseignement de la médecine, j'entends, est très trusté par les hommes, et donc ce que nous avons à apprendre en tant qu'étudiants de notre métier est extrêmement masculin. Alors moi, je suis tout à fait d'accord aussi pour dire que j'ai une franche appétence pour me placer sur le plan de la mixité plutôt que sur le plan de la parité, parce qu'il ne vous aura pas échappé que j'appartiens à une autre minorité assez visible. Alors là, je deviens franchement extrêmement minoritaire. Vous voyez, non seulement je suis docteur, en plus je suis une femme, je fais partie des spécialités chirurgicales et en plus je suis métisse. Alors là, ça devient que très souvent on me demande si je suis sage-femme. Je n'ai absolument rien contre les sages-femmes, mais c'est carrément inconcevable, ça ne peut pas passer qu'une femme basanée éventuellement soit docteur. C'est le fait que tous les enseignants sont masculins, et je pense que le problème ne vient pas forcément des générations jeunes, mais du lavage de cerveau que peuvent faire les vieilles générations sur le stéréotype que doit être un médecin. C'est-à-dire qu'un médecin, que ce soit un homme ou une femme, doit faire 90 heures par semaine, doit être en permanence à l'hôpital, doit habiter à 50 mètres de son service pour pouvoir aller en permanence au bloc opératoire. Et ça, ils le disent, que ce soit les hommes ou les femmes, c'est ce qu'on nous inculque tout le temps. Et le problème, c'est que maintenant, quand on discute en soirée avec les externes, où il y a une proportion de femmes énorme, enfin de filles, maintenant, c'est les exceptions, les hommes ou les femmes qui disent moi, je travaille 80 heures à l'hôpital. Maintenant, plus personne chez les externes n'a envie de faire ça. Et je pense que c'est un nouveau truc aussi qu'il faut apprendre et qu'il va falloir prendre en compte dans l'hôpital, c'est que quoi qu'il se passe, que ce soit des femmes ou des hommes, les gens n'auront plus envie de travailler 80 heures. Là-dessus, c'est peut-être un remerciement à faire à tout ce mouvement qui a commencé depuis maintenant bien longtemps sur l'hôpital n'est plus forcément toute la vie, il y a peut-être autre chose en dehors de son métier. Et voilà, de plus en plus d'externes maintenant me disent moi j'ai pas envie de faire de carrière, j'ai envie d'avoir des gosses, de pouvoir aller les chercher à la sortie de l'école. J'ai entendu ça à la présidente de la table ronde, effectivement. Il faut vous dire aussi que dans les 10 ans qui viennent, nous serons majoritaires en ce qui concerne la médecine libérale. Il y aura bien plus de femmes installées que d'hommes. Mais il y a quelques petits couacs, c'est que nous préférons l'installation, on va dire, précaire. Malheureusement, on préfère remplacer. C'est plus facile, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'installer de manière définitive. On va aussi, pour cette raison, choisir des activités plutôt salariées, c'est-à-dire qu'on va choisir des horaires plus souples pour les enfants, pour aménager aussi notre emploi du temps comme on a envie de le faire. Mais je dirais que ce n'est pas l'apanage des femmes parce que les jeunes internes veulent ce mode d'exercice, c'est-à-dire le choix de l'installation, là où ils ont envie de le faire. Bien qu'on soit très gentiment charriés par nos collègues hommes, notre avis, nos actions et nos opinions sont toujours considérées comme les autres. Il n'y a aucune différence de la part des élus ou même de la population sur le fait qu'on soit homme ou femme. Je pense que notre message est reçu exactement de la même manière. Et là, on a beau être sur un territoire rural, je pense que les gens, à partir du moment où ils ont élu quelqu'un, ils lui font confiance et ils ne s'occupent pas de savoir si c'est un homme, une femme. C'est pas l'importance. Et puis ensuite, on est résolument pour les quotas. Quotas à compétences égales, mais il faut poser des règles, autrement on dit ça va venir et ça ne vient pas. Donc, dans les shortlists d'abord, c'est-à-dire dans les pépinières finalement pour les nominations, dans les jurys pour les nominations et finalement pour le pourcentage d'hommes et de femmes dans les nominations finales. Moi je dirais il me semble qu'il y a des mots-clés qui peuvent nous aider. Alors le premier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la lutte. Il faut absolument lutter contre les préjugés, contre les stéréotypes, en gros contre une médiocrité qui décréterait que les femmes n'ont pas le droit ou n'ont pas la compétence pour. Les femmes ont les compétences. La seule chose, c'est qu'elles n'osent pas faire savoir quelles sont ces compétences, elles n'osent pas se mettre en valeur. Et tout mon travail autour de l'image est de valoriser, alors bien évidemment, je n'oublie pas les hommes, et j'y viendrai, mais de valoriser ces femmes. Alors je vais vous faire rire parce que quand j'ai démarré
cette activité de chef d'entreprise, j'ai créé un catalogue de formation. Il fallait que je trouve des sémantiques différentes pour les hommes et pour les femmes. Alors, pour les hommes, je disais, bien écoutez, ça va s'appeler image et charisme, ou image et leadership, ou mieux réussir grâce à l'image. Et puis pour les femmes, je disais, oser être soi, apprendre à se valoriser. Enfin bref, vous voyez bien que selon à qui on s'adresse, on n'a pas le même vocabulaire. On n'a pas en fait le même cadre de référence. Et dernièrement, j'ai mis en place une formation en l'appelant leadership au féminin et au masculin. Comme ça, j'étais sûre de rallier les deux et j'étais sûre de jouer la mixité, parce que pour moi, c'est ça l'essentiel. Et là, je me suis rendu compte que les mots qui ressortaient, eh bien, du côté des hommes, c'était génial. On a appris ce qu'était le charisme, on a appris ce qu'était la réussite, on a appris ce qu'était le marketing de soi. Et les femmes, elles disaient, ah, enfin, je comprends que je peux avoir de la séduction. Ah, enfin, je vais oser. Ah, enfin, le regard des autres ne va plus être aussi important que je ne l'imaginais. Déjà, je ne vais pas être la première à en parler, c'est que oser, je crois que c'est vraiment le maître mot de cette histoire de reconnaissance. Et celles qui osent sont reconnues, quel que soit le domaine, j'en ai quand même l'impression. Et je pense que c'est peut-être à nous, et l'aspect politique là le montre bien, si on ose, on peut y arriver. Le tout est d'avoir suffisamment de femmes qui osent y aller. On a pris aussi un parti pris dans notre association, c'est de ne pas avoir de données objectives, entre guillemets, de combien il y a de femmes dans telle ou telle faculté, combien il y a de femmes dans tel ou tel truc. On part du principe que ce sont des étudiants en médecine, que ce soit des femmes ou que ce soit des hommes. Mais il n'empêche quand même qu'on a fait beaucoup de choses pour le droit des femmes pendant leurs études, parce qu'il faut savoir que jusqu'il y a 3 ou 4 ans, toutes les congés maternité n'étaient pas cadrés pendant nos études. Donc c'est-à-dire que si une femme voulait tomber enceinte pendant ses études de médecine, c'était pas cadré par la loi, donc c'est-à-dire qu'elle s'entendait bien avec son chef de service, ou avec son interne, ou avec son directeur du FR, et c'était pas du tout cadré. Vous voici enceinte, on est le 1er janvier, vous allez accoucher le 1er octobre. Moi je vous le dis, arrivé le 15 août, vous allez tirer la langue. Alors c'est pas dans vos habitudes parce que vous êtes une fusée, vous avez vu, vous êtes allé sur la Lune, vous êtes la patronne de LVMH, il va rien vous arriver vous. Mais donc, méfiez-vous parce que pour la première fois de votre vie, vous allez peut-être être un peu entravé dans votre rythme habituel. Anticipez ça par rapport à vos pairs, à vos collègues, à vos clients, à vos fournisseurs, à vos supérieurs hiérarchiques. Aujourd'hui, je suis enceinte et donc, dans 6 mois, je ne pourrai plus partir à New York, à Brasilia, je sais pas quoi. Et ça s'anticipe. Et j'ai appris à travailler ça avec les femmes, justement, dans le partenariat que j'entretiens avec elles. Je me rends compte qu'aujourd'hui, les femmes qui viennent nous voir tout de suite en début de grossesse, je leur donne leur calendrier de grossesse, elles arrivent en suant des gouttes en disant « j'ai pas trop envie de dire à mon patron parce que j'ai peur de me faire placardiser, me faire piquer la place, etc. » Et je me rends compte qu'en leur donnant quelques conseils, effectivement, qui ressemblent à du coaching, en disant « non, non, mais annoncez-leur que vous êtes enceinte aujourd'hui. » « Ah, mais j'ai peur de la fausse couche. » D'accord, ça peut vous arriver, mais vous le dites juste à 1 ou 2 personnes en disant, tu sais, à partir du 20 juillet, il ne faut plus compter sur moi pour faire ci et ça, je ne reviendrai qu'au 14 janvier, donc il faudrait quelqu'un pour me remplacer, donc ce quelqu'un, il faut qu'il vienne pour que je le coach, et puis, grâce effectivement au travail, au télétravail en tout genre, en réalité, on n'est pas complètement coupé, et en particulier les cadres sub-sup, c'est-à-dire que vous savez, vos fournisseurs savent que bon, là, vous êtes en congé de mater, vous n'êtes pas exactement perdu dans la nature, et vous allez revenir, ils savent quand et pourquoi faire. Et donc, les femmes, elles ne sont pas perdues de vue. Elles sont parties pour faire un petit, elles vont revenir, le petit sera fait, allaitement ou pas, la période est cadrée, et puis on a le retour. Et en revanche, ne pas anticiper et mettre les gens devant le fait accompli que « oulala, je viens de voir mon gynécologue ce matin, et là, mon col est ouvert, et je ne peux plus rester travailler », ben, ça met tout le monde dans l'embarras. Et en premier, la patiente, qui vous dit dans le cabinet, non mais moi je ne peux pas m'arrêter de travailler, vous n'avez pas l'air de vous rendre compte. Si, je me rends très bien compte. Et donc je pense que ça, c'est des choses avec lesquelles il faut absolument qu'on soit dans l'anticipation pour les femmes, qui aident les femmes, parce que probablement ça peut échapper aux hommes, c'est pas qu'ils soient maltraitants, qu'ils aient voulu nous entraver, c'est que ça peut échapper. Mais finalement, mon fils aîné, il me montre l'exemple.
Il travaille au Japon, il est marié avec une japonaise, il a pris 6 mois de congé parental, c'est prévu au Japon. Il n'y a pas un japonais qui prend. Quand il a demandé à son DRH, le DRH a failli faire un infarctus, il lui a dit vous allez vous ennuyer. Eh bien, bon, ça marche, et 6 mois de congé parental, il profite de son fils, et il a certainement un rapport, et il aura un rapport différent avec ses enfants de celui que peut avoir son père. Dernier mot, avoir la confiance en soi et puis oser. Alors il y a une expression plutôt masculine, c'est que quand on se comporte comme un mouton, on se fait tondre comme un mouton. Et moi je crois qu'on tombe belle ou qu'on se comporte comme une brebis, on termine à la boucherie. La consultation du samedi matin, elle est occupée par les 3 femmes. Il y a 3 médecins qui travaillent en consulte le samedi à l'hôpital américain, ce sont 3 femmes. Moi, les garçons, il y en a qui disent c'est Shabbat, c'est tout ça. Mais moi je dis, acheter les chaussures, les cartables, les trousses, c'est aussi le Shabbat des femmes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Quand moi j'avais 21-22 ans, que j'étais externe, que j'étais en train d'apprendre, j'étais encombrée par aucun enfant, aucun tapioca à faire le soir, rien du tout. Je n'avais qu'un seul truc à faire, c'était travailler 80 heures par semaine. Ce que j'ai fait du reste. Et là, hop, vous devenez un médecin qualifié de qualité parce que vous faites beaucoup d'heures. J'aurais aimé que ces heures-là me soient comptabilisées parce que en 2003, en 2005, moi j'ai accouché, j'ai dû m'occuper de mes enfants et qu'il a fallu qu'au bout de 6 semaines, je retourne au boulot. Et moi j'aurais bien aimé qu'on me dise « Ah mais ma petite, comme tu as travaillé 80 heures quand tu avais 25 ans, ça te sera comptabilisé et là tu peux prendre la pause. » Et ce que je sais d'autre, c'est que quand mes enfants auront 15 ou 16 ans ou 18 ans et qu'ils seront plus chez moi, moi j'aurai 50 ou 55 ans, j'aurai une grande prime à l'expérience, et là, les 10 ans ou 15 ans qu'il me resteront à pouvoir travailler, j'aurais pu être d'une utilité croissante et peut-être que j'aurai à nouveau envie, les moyens de travailler 45, 50 heures à ce moment-là. Et moi je trouve que c'est dommage d'avoir fait un tel tintouin autour de la réforme des retraites et qu'aucun parti politique n'ait proposé la possibilité de la comptabilité du temps de travail sur une vie durant en fonction des métiers. Ça aurait été magnifique, ça. Enfin, ça aurait pu être magnifique, mais bon. C'est très intéressant. C'est la première fois depuis l'histoire de l'université de Louvain, vous êtes plus de femmes que d'hommes inscrites en médecine. Il y a eu un effroi. Et on en arrive à ce que disait tout à l'heure Madame Thibault, c'est-à-dire que malgré tout, vous voyez, 25 ans plus tard, il n'y a toujours aucune femme qui soit chef de pôle. Voilà. Les quelques médecins qui restent, qui sont arc-boutés sur leur fauteuil, le chef de pôle, le chef de service, vont être obligés un jour ou l'autre de plier face à l'évidence que c'est pas forcément qu'une féminisation de la profession, c'est un changement sociétal, et parce que les femmes prennent de plus en plus de place dans la société, dans la médecine aussi, et il faut le prendre en compte. Et je pense que ça, en tout cas chez les jeunes, on se pose plus la question de femme ou pas femme, parce que on se le pose plus maintenant, c'est une mixité, on n'en parle plus, et ça paraît naturel maintenant chez nous en tout cas.